Ah, c'est hyper clair et je crois qu'on a déjà fait un assez beau tour d'horizon des problèmes de fraude aux moyens de paiement et puis de fraude à l'épargne, hein, avec ces questions de nouveaux visages. Comment est-ce que les fraudeurs manipulent toujours mieux les clients? Alors, il nous reste une quinzaine de minutes, 15 minutes pendant lesquelles je vous propose de discuter de la manière la plus libre possible ici dans la salle et puis aussi à distance, puisque sur YouTube, vous nous avez déjà fait parvenir de premières questions, mais je propose peut-être commencer par une question de la salle, si vous le souhaitez. Alors, monsieur, vous avez une question en haut. Alors, vous allez trouver dans votre accoudoir un micro qui va vous permettre de prendre la parole très tranquillement. Avec nous, on a un micro par siège, donc normalement, chacun va pouvoir participer dans les meilleures conditions. Allez, allez-y, monsieur. Bonsoir à tous, merci pour l'intervention. J'avais 2 questions pour mademoiselle Marine. Alors, pouvez-vous réexpliquer le premier graphique, puisque j'ai pas du tout compris le lien entre les 2 graphiques. Et la deuxième, rapidement, j'ai pas compris de quelle manière l'Observatoire des moyens de paiement lutte contre le SIM swiping, c'est ça? Donc la première question, c'était le lien entre les 2 graphiques. Okay. Et la deuxième, c'est une réexplication de la lutte contre le SIM swapping. Pas de souci. Alors, pour la première, donc le premier graphique, déjà le point commun entre les 2 graphiques, c'est qu'on parle de la fraude et on regarde la fraude aussi par rapport à la totalité des flux échangés, les flux de paiement. Donc sur le premier graphique, on a une vision plutôt macro puisqu'on voit le niveau de la fraude dans sa globalité. Donc là, on peut voir qu'aujourd'hui, on est autour de 1,2 milliard d'euros de fraude. Alors que dans le second graphique, l'avantage, c'est de voir la ventilation par moyen de paiement de la fraude. Mais on ne peut pas voir combien elle coûte au global en France aujourd'hui. Donc voilà, c'était ce que j'essayais de montrer entre ces 2 graphiques. Et c'est vrai que le premier graphique aussi permet de voir que on a un taux de fraude aujourd'hui qui baisse parce qu'on a une augmentation des flux échangés alors que la fraude a tendance à se stabiliser. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre première question. Si, c'est clair. Mais du coup, sur les flux de paiement, on parle de quel type de paiement? Tout. Carte bleue, virement? Oui, c'est ce que je disais au tout début. En introduction, j'ai rappelé le périmètre où justement j'expliquais que c'est tous les moyens de paiement scripturaux. Donc, on ne prend pas en compte le fiduciaire, donc billets et pièces. Donc là, c'est tout le reste. Donc, vous avez le chèque, la carte, virement, prélèvement, monnaie électronique, enfin, il y a tout le reste. Et alors, il y avait donc une deuxième question qui portait sur le SIM swapping, oui. C'est ça? Alors, donc, que fait l'Observatoire pour lutter contre le SIM swapping? Alors, l'Observatoire encourage les banques à consulter à chaque fois qu'un de ses utilisateurs de moyens de paiement, donc de cartes bancaire, à consulter l'opérateur de téléphonie. Donc il y a des API, il y a des branchements qui se font directement via une application avec les banques, où en fait il y a une information qui passe et qui va aller voir si la carte a été réémise chez l'opérateur de télécommunication. Donc à chaque fois, vous voulez faire un paiement en ligne, vous saisissez vos coordonnées de carte bleue, et au moment où vous devez recevoir votre message SMS, au moment où vous allez saisir le code, la banque va aller voir si, chez votre opérateur de téléphonie, s'il n'y a pas une réémission de carte SIM. Si c'est le cas, l'opération n'aboutira pas. Voilà, c'est ça en gros. Et si mon établissement bancaire ne le propose pas? Alors, normalement, elles vont toutes le faire. Alors, on va peut-être donner la parole à quelqu'un d'autre dans la salle. Madame, je crois que vous avez une question. Alors, je vous invite à prendre le micro pour que nos amis qui sont... Le micro qui est dans votre accoudoir, pour que nos amis qui sont en ligne puissent entendre votre question aussi dans les meilleures conditions. Voilà, on vous entend très bien. Ok, merci. Donc, en fait, c'est par rapport aussi à ce swipe de carte SIM thing. Désolée, je n'étais pas au courant et ça, c'est un peu alarmant pour nous, les consommateurs. Et donc, je me demande, est-ce que les sociétés de télécom donc, ont une obligation légale de notifier, peut-être par courrier normal, les personnes quand elles reçoivent ce type de demande? Vous avez perdu votre carte, votre téléphone, machin et tout. Et nous sommes en train de
produire une deuxième carte SIM? C'est-à-dire, est-ce que nous, on saura à un moment donné qu'il y a une deuxième carte SIM qui existe dans le monde? Alors, honnêtement, je n'ai pas la réponse précise à la question. Après, j'imagine que oui, c'est quelque chose qu'ils sont censés mettre en œuvre. Après, il y a une usurpation de l'identité de la victime. Donc, l'opérateur téléphonie pense avoir l'utilisateur du moyen de paiement. Après, je suis d'accord que de doubler l'information via une notification, que ce soit par courrier, par mail ou sur l'espace client, je pense que c'est une bonne solution, oui. Alors, il y avait encore un certain nombre de questions dans la salle. Alors, peut-être monsieur, ici? Bonjour, Christophe Lecomte, le lycée Léonard de Vinci. Nous formons, des travailleurs sociaux, économie sociale et familiale, et ils vont être amenés à conseiller des gens, des usagers. Est-ce qu'il y a, à la Banque de France ou en France, un espèce de guichet unique où nos travailleurs sociaux pourraient pourrait au moins se contacter pour justement demander conseil et puis essayer de dénoncer la fraude et demander comment on monte un dossier, etc. Je n'ai pas été clair dans ma question, si. Est-ce qu'il y a un numéro d'appel, un guichet unique où les personnes peuvent appeler pour dénoncer une fraude? Alors, il y a une plateforme, la plateforme Thésée, où effectivement vous pouvez, dès lors que vous avez été l'objet d'une fraude, aller sur Internet et taper Thésée fraude et effectivement renseigner toutes ces modalités de fraude. Ça, c'est des choses qui sont faites. Sinon, au sein de la Banque de France, nous, on sensibilise beaucoup. Donc, cette action aujourd'hui, c'est vraiment notre preuve d'engagement. Mais il n'y a pas de guichet unique à la Banque de France pour recueillir les éléments de la fraude. Ça, c'est davantage Thésée. Et puis, lorsque vous allez porter plainte, c'est effectivement l'information qui sera consolidée au niveau des forces de l'ordre, des moyens de police. Mais en tout cas, la plateforme où vous devez aller pour renseigner les éléments de votre fraude, c'est la plateforme Thésée. Enfin, oui, c'est surtout au cas où la banque n'est pas complètement réceptive, parfois. Là, quand vous voulez dire... quand la banque du particulier n'est pas réceptive à la demande... Lorsque vous voulez vous plaindre de votre banque, c'est ça? Parce que vous trouvez qu'elle n'est pas assez... Tout à fait. Un usager qui viendrait voir un conseiller familial économique et qui lui parlerait d'une fraude, quel conseil il pourrait lui donner? De s'adresser à qui? Donc vous dites à Thésée ou... Alors, je vais peut-être laisser la parole. Oui, si vous me permettez. Donc Hervé Mondange, association de consommateurs. Il y a un parcours qui est bien identifié pour faire des réclamations. En la matière, souvent vous avez une première réponse qui émane du service sécurité de la banque. Ensuite, vous avez l'obligation de faire une réclamation en bonne et due forme auprès de l'établissement. Et si la réponse de l'établissement ne vous satisfait pas, vous avez la possibilité de saisir un médiateur de la consommation qui vous sera, dont l'établissement vous donnera le nom et le mode de saisine. Et c'est le parcours que nous, on recommande et qui est un peu celui qui doit être suivi par le consommateur. Et tout ça avec promptitude, si possible. Bon, je vois qu'on est en train de faire la transition vers la deuxième table ronde, puisqu'effectivement, dans un instant, on va parler des finances personnelles et de la manière dont, en tant que consommateur, on peut mieux se positionner dans cet écosystème. Et peut-être, oui. Si je peux me permettre, donc Bruno Juillet, je suis le directeur de la Banque de France de Paris-Bastille. Effectivement, en cas d'usurpation d'identité, il y a bien deux choses à faire. Il faut effectivement aller porter plainte et venir à l'un de nos guichets Banque de France pour que l'on puisse faire le nécessaire pour nous prendre contact avec un service central chez nous qui va analyser avec l'établissement de crédit les documents qui ont été fournis afin de vérifier qu'il y a bien usurpation d'identité. Et si l'usurpation d'identité est bien avérée, la personne va rester fichée. Donc vous allez recevoir un document qui vous indique qu'effectivement vous avez été victime d'une usurpation d'identité. Ce document vous permettra d'aller voir votre établissement de crédit, n'importe quel banquier, pour obtenir un crédit, et vous restez fiché chez nous à la Banque de France, justement avec une indication particulière pour que, en cas où votre usurpateur continue d'essayer de vous faire un nouveau crédit à votre nom, eh bien, comme ce sera indiqué dans le fichier de la Banque de France,
il ne pourra pas faire le crédit. Donc, puisqu'il y a une vérification des établissements de crédit pour chaque prêt qui est fait. Ouais, là, c'est vraiment sur le crédit, alors que là, on est sur la fraude aux moyens de paiement. C'est vraiment, effectivement, En tout cas, sujets connexes. C'est vrai que c'est l'occasion de rappeler qu'il y a de très nombreux types d'arnaques financières, crédit, moyens de paiement, l'épargne plus largement dont on a parlé. Alors, il nous reste encore quelques minutes et je crois qu'il restait des questions dans la salle, donc c'est le bon moment. Peut-être monsieur tout au fond ? Oui, juste pour revenir sur deux choses. Dès lors que vous êtes victime d'une fraude aux moyens de paiement par carte bancaire, il y a une plateforme qui s'appelle Perceval et qui est accessible également, sur laquelle vous pouvez signaler les faits et qui vous délivrera une attestation. Thésée, qui est une plateforme vraiment de signalement pur, c'est-à-dire que globalement, il n'y a pas eu encore l'infraction qui a été consommée. Ça, c'est la petite différence entre les deux plateformes. Ensuite, pour revenir aux cartes SIM, oui, effectivement, beaucoup d'opérateurs, comme des opérateurs de fournisseurs d'énergie, ont des obligations de vérification d'identité. Chose qui n'est pas forcément toujours faite. C'est hyper clair. Bon, c'est bien, on avait pu avoir un petit focus sur en tant que consommateur, comment se comporter. Ça tombe bien, puisque voilà, dans un instant, on va pouvoir approfondir ce sujet avec tous nos invités. Alors, il y a une question intéressante qui nous est venue depuis Internet, de celles et ceux qui nous suivent sur YouTube. Il y a quelqu'un qui nous pose la question des comptes en banque qui sont ouverts de manière frauduleuse. Alors, nous dit-il, notamment par les banques en ligne. Alors, je lui laisse la responsabilité de cette affirmation. Mais en tout cas, l'usurpation de l'identité qui permettent d'ouvrir un compte. Comment est-ce que les banques, par leur mécanisme de connaissance de la clientèle, comment est-ce qu'en demandant des justificatifs, elles permettent d'enrayer ce phénomène ? Alors, il y a deux choses. C'est soit des banques en ligne, type, pour vous rendre les choses plus concrètes, Revolut, etc., qui vous permettent effectivement d'ouvrir un espèce de compte de paiement et qui vous permet faire un certain nombre d'opérations de paiement. Et puis, vous avez les banques traditionnelles, nos grandes banques que l'on connaît, qui ont pignon sur rue en agence. Et là où, effectivement, ouvrir un compte bancaire, c'est pas une chose qui est si facile que ça. Il faut des justificatifs d'identité, il faut un certain nombre de justificatifs de domicile et un système de connaissance, de connaissance de la clientèle qui se met en place et qui vise justement à garantir qu'on n'ouvre pas un compte à n'importe qui. Mais effectivement, le maillon faible aujourd'hui, et on essaye vraiment au maximum de sécuriser tout ça, c'est les banques en ligne, les banques digitales qui n'ont pas forcément leur siège en France et qui ont pu être moins regardantes en matière d'ouverture de compte. Aujourd'hui, je pense que si vous avez essayé d'ouvrir un compte sur N26 Revolut, vous voyez qu'on vous demande votre pièce d'identité, on met en place un certain nombre de systèmes pour s'assurer que c'est bien une personne physique qui essaye d'ouvrir un compte. Mais voilà, c'est des ouvertures qui sont à distance, et les ouvertures à distance, effectivement, sont toujours plus risquées. Et nous, quand on va contrôler effectivement les banques, on est très vigilant justement sur toutes ces ouvertures de comptes à distance, parce qu'on sait que traditionnellement, elles sont plus susceptibles d'avoir des comportements de fraude, de blanchiment d'argent, etc. Marine, tu voulais dire quelque chose ou non? Non, tout va bien. C'est hors périmètre. Ah oui, très bien. Alors, ça tombe bien puisque le temps vient commencer à nous manquer. Et, en économie, on dit que l'économie, c'est la répartition des richesses dans un monde de rareté. S'il y a bien une ressource rare, c'est le temps. Et donc, ce moment devait arriver. Pour conclure cette séquence, je voudrais quand même rappeler, Chahinez et Marine, que pour prolonger cette conversation, vous retrouverez en ligne sur le site des ABC de l'économie des fiches techniques, des vidéos sur l'épargne, sur les moyens de paiement qui vous permettront peut-être de continuer à acquérir des connaissances. En tout cas, Chahinez, Marine, je crois qu'on peut vous applaudir vraiment et vraiment vous remercier pour cette conférence. Voilà, on s'est posé la question sur le plan économique, comment est-ce que ce milliard d'euros annuel de fraude, rien que pour les moyens de paiement, comment est-ce qu'on peut mieux l'évaluer, mieux détecter les fraudes pour que le système économique fonctionne mieux, un système qui fonctionne mieux pour allouer les fonds et donc générer davantage de valeur, et puis un système, on se le disait, qui est aussi plus équitable, parce qu'à la fin, les personnes qui sont volées, ça a un impact significatif sur leur niveau de vie. On va maintenant s'intéresser
s'intéresser très concrètement à la manière dont, en tant que consommateur, en tant que citoyen, on peut peut-être éviter ces fraudes en s'organisant mieux, avec aussi parfois certaines techniques qui nous permettent d'être plus efficaces. Vous allez donc, dans quelques minutes, on va marquer une très courte pause, rencontrer de nouveaux intervenants, de nouveaux intervenantes. La journée de lancement de la semaine de l'éducation financière continue dans un instant. À tout de suite et merci à vous.